Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Galtier et je suis Chief Product Officer à Hawkin. Aujourd'hui, je vais vous parler de data science collaborative et de federated learning en particulier, et tout ça dans le cadre de la santé. Donc à Hawkin, on est une startup parisienne, nantaise, londonienne et de New York qui travaillons sur comment améliorer la recherche médicale grâce au machine learning et en particulier le federated learning. Et pour ça, on a construit une plateforme qui s'appelle Hawkin Connect. Et donc, c'est un peu de toute cette expérience que je vais vous parler aujourd'hui, construire du federated learning pour la santé. Alors, commençons par le début et voyons voir un peu les grands sujets qu'on va aborder. Donc, on va commencer par regarder les différents challenges qu'il y a pour le machine learning dans la santé. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ces challenges-là, je vais vous présenter le paysage, les différentes solutions qu'on a pour faire de la collaboration qui respecte la privacy des données. Et ça introduira le federated learning comme la solution qu'on a utilisée, nous, aujourd'hui à Hawkin. Je vous parlerai aussi de deux applications qu'on fait aujourd'hui, qui sont dans la vraie vie, sur des vraies données, avec des vrais partenaires. Et enfin, je vous présenterai de assez haut niveau ce logiciel Hawkin Connect qu'on met en place à Hawkin. OK, donc commençons par le début. Alors, quels sont les challenges du machine learning en santé? Donc, le machine learning donne de très bonnes promesses par rapport à ses applications en santé. Il y a vraiment un espoir collectif qui va permettre d'améliorer la manière dont on traite les patients, la manière dont on fait de la recherche, la manière dont on trouve des médicaments, et que grosso modo, toute cette approche data-driven va nous aider à avoir un impact significatif sur tout l'écosystème de la santé en général. Mais pour faire ça, il faut observer le paradigme central du machine learning, qui est qu'en machine learning, on a besoin de beaucoup de données, mais beaucoup, beaucoup de données. Et ça, en fait, ça pose quelques difficultés en santé. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en santé, on observe que les données, elles sont sensibles et elles sont silotées. Elles sont très peu rassemblées dans des data lakes. Elles sont en fait dispersées dans plein d'environnements, de logiciels et de formats différents. Il y a plusieurs raisons pour ça que j'ai présentées ici. La première, c'est le fait qu'elles sont produites de manière décentralisée. En fait, par nature, les données de santé sont produites dans des hôpitaux, par différentes entreprises, avec différents logiciels ou différents appareils. Et en fait, il n'y a pas de monopole naturel, comme ce qu'on pourrait avoir, par exemple, avec les téléphones portables, où Google a la main mise sur une quantité gigantesque d'OS et Android est installé de partout. Ici, non, ça n'a rien à voir en santé. On a des données qui sont créées dans plein de contextes différents et qui sont locaux et séparés. La deuxième raison qui fait que le machine learning est en fait aujourd'hui, les données sont en fait silotées, c'est qu'en fait elles sont énormément régulées et que ça freine significativement le fait qu'on crée un gros lac de données avec toutes les données du monde. Alors, je vais vous parler d'un point de vue européen et en particulier du RGPD. En fait, le RGPD, il nous donne trois contraintes principales qui, en fait, rendent le fait de rassembler les données très difficile. Le premier, c'est que il faut une base légale pour pouvoir traiter les données. Et la première desquelles étant le consentement du patient. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez rassembler des données, il faut demander l'avis du patient. Donc, ça ne peut pas aller d'un data lake à un autre, sans que le patient en soit à chaque fois informé. L'idée, c'est aussi que quand les données d'un patient sont utilisées pour un certain but, dans une certaine finalité, si on change de finalité, il faut redemander l'avis au patient. Donc, on ne peut pas réutiliser les données aussi simplement que ce qu'on veut. Et le dernier point, c'est que les patients, ils doivent pouvoir opt-out. Ils doivent pouvoir dire, moi, je refuse que mes données soient utilisées par vos services et on doit pouvoir les effacer. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours garder le lien avec le patient. Et ça, en fait, ces trois éléments-là créent une difficulté assez significative de pouvoir vendre les données, qu'elles soient réutilisées par un autre, revendues, etc. Donc, les données, elles ne sont pas liquides, en tout cas en Europe, et elles ne peuvent pas se rassembler dans un gros lac de données. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, même si techniquement et scientifiquement, ce serait hyper intéressant de toutes les rassembler. C'est vraiment pas aussi simple que ça de le faire aujourd'hui en Europe et puis dans le monde plus généralement. La raison aussi très importante pour laquelle on n'arrive pas à rassembler les données, et je pense que c'est peut-être un peu naïf, mais c'est la plus importante, c'est qu'elles sont de grande valeur. Le coût pour générer des données médicales est énorme, à chaque fois en temps humain, en coût d'essais cliniques, en appareils médicaux, etc. Et aussi, tout le monde se dit que
la valeur des données médicales va être tellement grande qu'on a tendance à pouvoir plutôt les garder, à ne pas, à ne pas les éparpiller énormément comme ça. D'autant plus que le marché balbutiant qui existe nous montre que le prix, il est assez élevé de ces données-là. Mais de manière plus importante, le monde de la santé est un monde qui est compétitif, que ce soit entre les académiques qui essaient de publier les uns avant les autres, entre les startups ou les pharma qui sont dans une compétition business qui est importante. Les données ne sont pas partagées facilement. Et en général, tout ça, ça s'incarne dans un réflexe propriétaire. Les gens, ils se considèrent propriétaires de données, ils ne veulent pas les partager. Donc ça nous amène à une situation où, même si on aurait besoin de rassembler toutes ces données-là pour que ça marche, ben en fait, il se retrouve qu'elles restent toujours à plein d'endroits différents et c'est une vraie difficulté. Donc, le deuxième point, c'est qu'en fait, les données, elles sont hyper diverses et très hétérogènes. Donc, je vais aller assez rapidement sur ce slide-là, mais par exemple, là, j'ai 3 exemples de données qui sont des données tabulaires, par exemple dans les dossiers médicaux électroniques, les données de texte qui sont dans les rapports des médecins, qui amènent beaucoup d'informations, les images issues de la radiologie, de l'IRM ou de différents systèmes comme ça, ou même, et là, c'est les données, on va dire, ultimes, quelque part, les données génomiques sont encore très diverses. Et donc, tout ça, bon, il y en a beaucoup plus, mais elles sont toutes créées avec des logiciels, des modes de production qui sont différents. En fait, la diversité des données est gigantesque. Ce qu'on peut observer, c'est que déjà, ces données-là, il faut toujours les considérer les unes avec les autres. Il n'y a pas un patient qui est résumé par une ligne de tableau. Il faut rajouter les images, il faut rajouter les comptes rendus médicaux, éventuellement les analyses de génomique. Et donc, en fait, on est dans un mode qu'on appelle multimodal. Et ça, ça rend la question encore plus compliquée. Mais surtout, le point important, et ça, c'est vraiment la caractéristique principale, c'est que ces données, elles sont complètement hétérogènes. Il y en a un peu partout, mais en plus, elles n'ont pas les mêmes protocoles, les mêmes formats, les mêmes natures. Elles sont très, très différentes. Et ça, c'est une énorme difficulté pour le machine learning et la data science en santé en général. Donc ça, c'est nos 2 gros challenges, on va dire. Le fait qu'elles sont à des endroits différents, qu'elles sont silotées et qu'elles sont très hétérogènes et très variées. Donc en gros, pour adresser cette situation-là, pour pouvoir utiliser et avoir cette espèce de quantité de données suffisante pour pouvoir réaliser les promesses du machine learning, la clé, c'est la collaboration. La clé, c'est que les différents acteurs, sans abandonner comment dire, pas leur propriété, mais leur contrôle sur les données, c'est que les acteurs se mettent à collaborer ensemble et qu'ils puissent faire ça de manière à pouvoir aligner les types de données, les rendre interopérables, et ensuite créer des modèles qui sont entraînés sur ces différentes données et qui vont pouvoir aider tout le monde. Mais la question centrale, quand on se dit dans cette collaboration, c'est comment est-ce qu'on réalise cette collaboration de manière à ce qu'elle respecte le caractère privé des données, à la fois du point de vue des patients, mais à la fois aussi pour ne pas, pour respecter la compétition existante, et parce que ce n'est pas vrai que tous les médecins vont partager leurs données ou que toutes les pharmas vont partager leurs données, etc. On a vraiment besoin de trouver une manière de faire cette collaboration tout en respectant le caractère privé. Et du point de vue d'Okin, de mon point de vue, c'est l'enjeu principal. Comment faire cette collaboration? OK, donc en gros, là, je vais vous présenter très rapidement quelles sont les options qu'on a. Donc voilà, un gros tableau avec plein de cases. Alors, je vais essayer d'aller assez vite et de vous expliquer l'idée. Donc en fait, les différentes colonnes que vous voyez là donnent des caractéristiques de différentes méthodes qui sont en ligne, qui sont des méthodes qui existent dans la littérature scientifique, qui existent sur le marché technologique pour faire ces collaborations qui respectent le caractère privé des données. Donc, vous avez le niveau de préparation technologique, à quel point est-ce que c'est mature, le temps de calcul à la fois sur l'apprentissage et la prédiction, le risque d'accès aux données, le risque d'accès aux modèles qui sont créés par le machine learning, à la fois par quelqu'un qui fournirait des données ou par une entreprise qui fournirait des logiciels d'entraînement comme Okin, et à la fois des points sur les performances. Donc, en fait, j'ai classé les différentes solutions qui existent sur le marché à ce niveau-là. Et voilà, donc en gros, les 2 premières, SMPC, ça veut dire Secure Multi-Party Computation, et HE, ça veut dire Homomorphic Encryption. Alors ça, c'est des méthodes qui sont hyper prometteuses, mais qui sont encore très jeunes, qui sont encore dans un milieu académique. C'est-à-dire qu'elles nous fournissent, si vous regardez du côté Data Access et Model Access, elles empêchent complètement l'accès à toutes ces choses-là, data et modèle, mais par contre, le temps de calcul, il est gigantesque.
Donc, en fait, elles n'ont pas une très bonne performance de fait aujourd'hui. Mais il faut garder un œil dessus parce que ça peut être remarquable. On entend beaucoup parler de DP, Differential Privacy. Alors, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu survendu puisque c'est un cadre d'analyse, en fait, le Differential Privacy. Et ça permet d'évaluer à quel point quelque chose est sécure et privé, une opération reste privée, et ça suggère de rajouter du bruit dans les données. Mais en général, ça s'utilise dans un cadre particulier, par exemple avec le FL, comme on le voit dans la dernière ligne, FL Privacy+. Donc, je le mets un peu de côté, celui-là. Ensuite, on peut regarder le FL, Federated Learning. Donc ça, c'est une méthode qui, elle, est plutôt mature, qui a des bonnes caractéristiques en calcul, mais par contre, elle donne accès au modèle. Et ça peut être une vraie difficulté quand on entraîne des modèles qui ont une grande valeur en termes de propriété intellectuelle, par exemple. Et donc, en gros, le FL, il est pratique, il marche bien, mais il ne va pas jusqu'au bout. Et donc vient la dernière catégorie, en bleu ici. Donc, Federated Learning plus TEE, Trusted Execution Environment. Donc ça, c'est une solution technologique hardware qui nous est fournie par Intel, qui permet en fait de créer des enclaves dans les machines, qui fait que la personne qui héberge la machine ne peut pas avoir accès à cette enclave. Donc, on peut faire tourner des calculs dedans qui seront faits à l'aveugle du point de vue de la personne qui les exécute. Et le gros avantage, c'est que ça nous permet de répondre à la faiblesse du federated learning et de rendre les modèles inaccessibles. Mais ça a un coût. Aujourd'hui, le temps de calcul, il serait beaucoup plus grand parce qu'en fait, il n'y a pas de GPU dans ces enclaves. Et enfin, le FL Privacy Plus, alors ça, c'est Federated Learning avec la privacy qui est améliorée et qui en fait utilise le Differential Privacy, le Secure Multiparty Computation et certains éléments de homomorphic encryption, qui est ce qu'on fait nous aujourd'hui à Okin, dans lequel on a en fait amélioré le Federated Learning de manière à ce que ce soit toujours faisable, il y ait toujours des bonnes propriétés en termes de calcul, mais qu'on ait beaucoup diminué le risque au niveau de l'accès des modèles, à observer qu'il y en a un en particulier qui n'est pas complètement mis à zéro. Et ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pragmatiquement, si vous regardez le paysage, la solution qui marche, c'est le Federated Learning fait dans un cadre et avec des améliorations adaptées à votre analyse de risque, adaptées à votre cas d'usage. Et ça, c'est ce qu'on fait nous à Okin. Alors, laissez-moi vous plonger un petit peu plus dans le Federated Learning. Donc, comme on le disait avant, le machine learning, il a besoin de beaucoup de données. Donc, habituellement, on aurait tendance à rassembler toutes les données. Bon, ça, c'est ce dont on parlait juste avant. Mais rassembler ces données, c'est trop difficile. Ça crée des problèmes de privacy. Et en fait, ce n'est pas tellement facile d'un point de vue régulatoire. Donc, en fait, le Federated Learning, c'est une approche qui est différente, dans laquelle, au lieu de rassembler toutes les données, on va laisser les données sur place. Et ce qu'on va faire voyager, c'est les modèles. Donc, en fait, les données restent toujours sur site et on fait voyager les algorithmes et les modèles entre les différents serveurs. L'avantage, c'est que c'est plus sécurisé, c'est plus facile d'un point de vue régulatoire, c'est plus compliant et ça se base fondamentalement sur la collaboration entre les différents serveurs. Alors voilà, un joli GIF qui vous montre comment fonctionne le Federated Learning. Donc aujourd'hui, le Federated Learning, c'est cette idée dans laquelle vous avez 3 data centres A, B et C qui sont des centres qui veulent collaborer. Et si vous regardez, les données, elles restent toujours derrière les firewalls. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un orchestrateur, un averaging server, typiquement installé à Okin, qui va envoyer des modèles qui vont aller s'entraîner chacun dans les différents centres un petit peu et qui vont revenir au niveau du serveur d'averaging et qui vont être moyennés. Et ensuite, on va réenvoyer et on va réagréger, partager, agréger, partager, agréger. Mais ce qu'on note ici, c'est que les modèles ne sont jamais, les données ne sont jamais échangées. Seuls les modèles naviguent entre les différents nœuds. Donc, ce que vous pouvez voir à gauche, c'est ce qu'on appelle le compute plan, qui vous donne un petit peu l'architecture de l'entraînement, qui est un concept qui est très important et qui est vraiment au centre du Federated Learning. Bon, les avantages de cette méthode, c'est non seulement elle est très bonne d'un point de vue performance, elle est à peu près équivalente à quand on a les données qui sont centralisées, elle est super d'un point de vue privacy, puisque les données ne sortent jamais et que les modèles peuvent être analysés et peuvent être entraînés de manière à garantir que l'information ne sort pas des modèles eux-mêmes. Et elle fournit un contrôle complet, puisque grâce au compute plan, le data manager, c'est toujours quel algorithme, quel modèle a pu voir ces données
Et donc, on a une traçabilité qui est parfaite et on peut appliquer et forcer des permissions très rigides et strictes sur les données en tant que telles. Donc, on est dans un cadre de collaboration très avancé en gardant le caractère privé des données. Bon, là, je ne rentre pas dans les améliorations supplémentaires. Il y en a beaucoup pour arriver à sécuriser ça encore plus, mais ce n'est pas le lieu de cette discussion. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Donc, ça, c'était le Federated Learning, ce qu'on fait à Hawkin. Comment est-ce qu'on est arrivé à se dire, c'est ça qu'on veut fabriquer? Donc, je vais vous raconter très rapidement deux petits cas d'usage, qui sont en fait des gros cas d'usage en ce qui nous concerne. Le premier, c'est un consortium qui s'appelle Melody. C'est un consortium qui rassemble 10 entreprises pharmaceutiques qu'on coordonne. On était à l'initiative de ce consortium et qui, en fait, travaille sur le domaine de la drug discovery. Donc, en fait, c'est le process dans les pharma dans lesquels ils vont trouver les molécules candidates pour certains médicaments, pour devenir des médicaments et pour guérir certaines maladies. Donc, ils ont en fait des librairies de molécules gigantesques dans les pharma et ils ont testé toutes ces molécules contre plein de types de protéines ou de targets possibles qui correspondent aux différentes targets comment dire, c'est les différents mécanismes qui veulent attaquer dans la physiologie humaine de manière à pouvoir guérir certaines choses. Donc, en gros, ils font ces tests un peu à l'aveugle, ils prennent des molécules, toutes les molécules du monde et ils font ça. Et aujourd'hui, ce qu'ils se disent, c'est plutôt que de faire toujours des tests et ces erreurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prédire comment ma molécule chimique que j'ai là écrite sur papier, va prédire à quel point est-ce qu'elle a des chances de réagir contre telle protéine que j'ai spécifiée par ailleurs. Donc, ils font, c'est ce qu'on appelle la virtualization of drug discovery. Et nous, c'est sur ça qu'on travaille dans ce projet-là, avec l'idée de travailler avec 10 entreprises pharmaceutiques qui mettent donc à disposition pour le projet les données les plus sensibles qu'on trouve dans une entreprise pharmaceutique. C'est là où ils mettent leurs brevets, c'est là où ils font toutes leurs recherches et c'est leur futur candidat en termes de médicaments. Donc, c'est assez énorme. Hein. C'est quelque chose dans lequel le côté sécurité, privacy est très, très important. Et donc, en fait, on travaille dans ce cadre-là sur le cloud AWS. On travaille avec du federated learning qu'on dit multitask, c'est-à-dire que toutes les pharmas ne vont pas essayer de construire les médicaments pour les mêmes types de maladies. Et ils ne partagent pas ce sur quoi ils travaillent. Ils partagent uniquement le modèle une partie du modèle qui va permettre de prédire ces interactions-là. Et donc là, on a été dans un cadre de sécurité hyper avancé avec des audits à la fois d'un point de vue sécurité IT, à la fois d'un point de vue sur la privacy du modèle. On a été inspecté par 10 entreprises pharmaceutiques différentes. On a un cadre légal qui est béton. Ça a été un énorme travail de mettre en place cette collaboration dans ce cadre de sécurité et privacy si avancé pour des données qui sont si importantes pour des boîtes comme les entreprises pharmaceutiques. Donc, le deuxième exemple, c'est un projet similaire, mais cette fois-ci entre des hôpitaux. Donc, c'est 4 hôpitaux français, l'AP-HP, l'Institut Curie, le Centre Léon Bérard et le CHU de Nantes, qui travaillent avec nous donc, sur 2 thématiques. La première, c'est la prédiction de réponse au traitement pour le cancer du sein, et le deuxième, c'est la détection de mélanome à partir d'images. Et donc là, en fait, c'était notre projet originel, c'est grâce à ça qu'on l'a construit, on est sur le point de le finir. On a un joli papier qui arrive d'ailleurs, dont je ne peux pas vous parler puisqu'il est en publication en ce moment. Et donc voilà. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on est dans un cadre un peu moins extrême en termes de sécurité, mais quand même important puisqu'on est sur des données patients. Donc on a vraiment tout un process qu'on a dû faire du point de vue privacy et du point de vue garantie que l'information ne sortait pas du système. Donc voilà, ça c'est 2 cas d'application précis. Alors on en a d'autres, mais comme dans des difficultés des projets collaboratifs, c'est qu'on est toujours limité par le partenaire le plus conservateur en termes de comment est-ce qu'on va communiquer. Et donc en gros, on ne peut pas communiquer sur tout, et notamment les résultats qui sont ici. Et sur les 2 projets, il y a en ce moment des calculs qui sont en train d'être faits, sont à un niveau de confidentialité qui fait que je ne peux pas en parler avec beaucoup plus de détails. Mais bon. Voilà, ces 2 projets-là, on les a faits avec cette plateforme Hawkin Connect qu'on a construit en faisant ces projets aussi et qui aujourd'hui nous amène dans une situation dans laquelle on a une plateforme sur étagère qui fonctionne un peu comme un middleware pour les collaborations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Hawkin Connect, c'est un logiciel qui sera installé sur les serveurs où il y a les données et aussi que vous pourrez accéder depuis votre laptop et qui vous permettra de faire différentes choses. Donc, ça vous permet fondamentalement de faire de la collaboration
entre des data scientists, des medical researchers et à travers différents centres. Ça veut dire que vous avez, vous, par exemple, votre compétiteur, et vous pourrez tous les deux, en ayant installé Okin Connect, travailler sur l'entraînement de modèles collectifs en garantissant que vos données restent privées. Ce logiciel est complètement en compliance avec le RGPD et les différentes entités régulatrices et il a un niveau de sécurité, de confidentialité qui est très avancé. Donc, pour rentrer un petit peu dans les types d'utilisateurs et les interfaces auxquelles on a accès, qu'on met à disposition avec Okin Connect, le persona principal, c'est le data scientist à gauche. Donc, le data scientist vit dans un environnement data science, c'est-à-dire qu'il vit en Python. Et nous, ce qu'on lui fournit, c'est une librairie Python de manière à ce qu'il puisse importer Connect et qu'il puisse lancer du federated learning très simplement avec le framework de machine learning qu'il préfère, que ce soit PyTorch, que ce soit scikit-learn, que ce soit n'importe quoi. Et on lui met aussi une ligne de commande à disposition pour pouvoir inspecter la plateforme et les différents éléments, artefacts qu'on va créer lors de l'apprentissage. Tout à droite, on a aussi le chercheur médical. Donc lui, il ne connaît rien au logiciel, ça ne l'intéresse pas, mais il a une expertise de la donnée qui est très avancée. Donc on a notamment créé des interfaces pour les modalités les plus importantes pour nous, et notamment l'histologie que vous voyez ici. Et donc en fait, ça nous permet de montrer aux médecins quelles sont les prédictions des modèles, que ce médecin puisse annoter, puisse réagir, puisse interagir. Et donc on a cette collaboration entre data scientists et médecins qui est au cœur de notre plateforme. Et évidemment, au centre de tout ça, puisqu'on est sur des données qui sont sensibles, on a les admins, donc qui sont grosso modo les DPO, qui sont les gens qui sont les gestionnaires de projet, qui vont vouloir voir comment est-ce que le projet a évolué, avoir une vision de loin pour voir comment les données ont été utilisées. Et donc, on leur fournit une interface de monitoring ainsi que des outils pour leur permettre d'inspecter complètement, d'avoir une traçabilité et une transparence complète sur ce qui a été fait dans la plateforme. Donc voilà, Okin Connect, c'est ces interfaces-là pour ces différents personas et qui permet en fait d'orchestrer cette collaboration. Alors là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est la stack technologique qui permet de faire du federated learning. Je pense que ce qu'il faut noter dans cette chose-là, c'est que Okin Connect, en fait, il est fait basé sur notamment un cœur open source qui s'appelle Substrat et qui nous permet d'orchestrer tous les calculs que vous pouvez trouver sur GitHub sans problème. Et en fait, ce cœur open source, il est aidé par une autre partie propriétaire qui permet d'améliorer les interfaces et qu'elles soient parfaites et qu'elles fonctionnent très bien. Et tout ça est déployé aussi bien sur le cloud que on-premise avec les meilleurs outils en termes de containerisation qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Si vous devez retenir une chose, c'est que pour pouvoir adresser et relever les challenges du machine learning en santé, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on organise la collaboration entre les différents partenaires et comment est-ce que cette collaboration elle est faite en garantissant le caractère privé des données. Notre analyse à Okin, c'est que la meilleure manière d'adresser ça, c'est le federated learning. Et on a mis en place un logiciel Okin Connect qui permet de créer ces collaborations de machine learning et ce, dans un cadre privé qui respecte la confidentialité des données. Et peut-être, pour finir, le federated learning est un sujet qu'on trouve qui est assez hype. Il y a beaucoup de gens qui vont en parler, faire des choses, on trouve des papiers dans lesquels il y a beaucoup de machine learning qui est simulé, qui est fait comme ça. Dans notre cas, à Okin, notre spécialité, c'est vraiment le déploiement dans des cas d'usage réels, avec des vraies contraintes de sécurité, des vraies données et des vraies interactions. Donc, on a non seulement le côté théorique, le côté technologique, mais on a aussi tout le côté opération et relationnel et légal qui nous permet en fait de créer ces collaborations. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus et peut-être de mettre en place de telles collaborations, n'hésitez pas à me contacter ou à aller sur ces différentes ressources pour avoir différentes informations à propos de nos produits ou de notre technologie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.